pénitentiaire. Un plan qui est expérimenté dès aujourd'hui dans 6 prisons, à la Santé, à Paris, à Toulouse ou encore à Dijon. Il prévoit ainsi la mise en place d'un dispositif anti-drone, de brouilleurs téléphoniques ou encore la couverture des cours de promenade pour empêcher les projections. 1000 agents supplémentaires doivent également être recrutés. Le froid est bien là. Météo France a placé 76 départements en vigilance jaune, neige, verglas pour aujourd'hui. 25 sont également en alerte grand froid. Le quart nord-est du pays en intégralité est concerné. Ces températures basses constituent un danger notamment pour les populations précaires sans domicile ou isolées selon Météo France. Un collectif de parents d'élèves d'une école maternelle à Paris dénonce le manque d'action pour assurer la sécurité de leurs enfants. Ils s'expriment dans une tribune diffusée hier après la suspension de plusieurs animateurs accusés d'abus. Ces familles pointent du doigt notamment la gestion des différentes affaires de violences sexuelles et appellent à la mise en place de mesures immédiates. Des négociations tendues à la COP30. La grande conférence sur le climat organisée au Brésil doit se terminer ce soir. Et la France ainsi qu'une trentaine de pays ont mis la pression sur la sortie des énergies fossiles. Ils estiment ainsi que l'actuelle proposition ne remplit pas les conditions minimales pour un résultat crédible. Les États-Unis défendent leur plan de paix présenté à l'Ukraine. Un responsable américain a assuré hier qu'il comprenait des garanties de sécurité pour Kiev équivalentes à celles de l'OTAN en cas de future attaque. Ce projet divisé en 28 points prévoit notamment une reconnaissance formelle de la perte de la Crimée ainsi que d'autres territoires aujourd'hui occupés par les forces russes. Et puis un mot de football, Canal+ garde l'intégralité des compétitions européennes pour le cycle 2027-2031. La chaîne cryptée est parvenue à conserver notamment la totalité de la Ligue des Champions, dont les 2 meilleures affiches, celle du mardi et celle du mercredi. Excellente matinée à tous. Et à vous aussi Clémence Lobary, merci beaucoup. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Et bienvenue à tous sur Sud Radio, on est ravis de vous accompagner. Il est 10h03, les débats de la journée sur l'actualité. On va parler du service militaire. Faut-il en rétablir un? Pourquoi pas sur une base volontaire? C'est en tout cas ce qu'envisageait ce matin l'invité de Maxime Liédot, l'invité politique de Maxime Liédot, le haut-commissaire au plan Clément Beaune. On va en parler avec vous, 0826 300 300, ancien militaire ou pas d'ailleurs. Donnez votre avis, on vous donne la parole sur Sud Radio comme toujours. On va parler du narcotrafic aussi, et si la légalisation des drogues était la solution, vous pouvez aussi réagir, donner votre avis. Est-ce qu'il faut finalement assécher le marécage du trafic de drogue, couper le business tout simplement? Pareil, prenez la parole sur Sud Radio. Et puis Sébastien Lecornu qui promet un méga décret. Sur quoi? Sur les normes qu'il veut supprimer. Est-ce que c'est enfin une vraie simplification? Il donne quelques semaines aux maires de nos villes pour supprimer les normes inutiles. On va en parler avec vous tous. Je vous présente nos débatteurs. Alex Darmon, qui va nous rejoindre dans un instant, journaliste politique et puis patron de la chaîne YouTube Les Indécis. Nous sommes avec Brice Sokol également. Bonjour. Politologue et essayiste et co-auteur avec Frédéric Dabi de L'Écharpe et les Tempêtes. C'est publié aux éditions de l'Aube. Alors L'Écharpe, je pense que c'est l'écharpe tricolore des mers, on est d'accord? Absolument. C'était la bonne semaine d'ailleurs pour en parler. Une semaine intéressante pour les maires de France. Absolument, je rappelle d'ailleurs que Sud Radio était le partenaire officiel du Salon des maires pour la première fois. On est aussi avec Ergun Toparslan, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, délégué général de démocrates et progressistes. Bienvenue à vous. On est également avec Magali Vicente. Bonjour. Bonjour. Vous êtes communicante politique. Je le disais, faut-il, oui ou non, rétablir un service militaire? Pourquoi pas sur une base volontaire? On en a parlé ce matin dans le Grand Matin Sud Radio avec Maxime Liédot et son invité Clément Beaune, le haut-commissaire au plan. On va en parler dans un instant. Mais avant ça, je voulais vous raconter cette information qui nous parvient il y a quelques minutes. C'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui tape du poing sur la table. Vous avez dû suivre cette histoire qu'on vous a racontée cette semaine. Un détenu qui s'évade alors qu'il était en sortie avec d'autres détenus et des surveillants en sortie dans un planétarium. Voilà, il est parti, il a disparu, ils ont perdu sa trace. Qu'est-ce qu'a fait le ministre de la Justice ce matin, Gérald Darmanin? Il a décidé de sanctionner le directeur de la prison de Rennes, démis de ses fonctions parce que, je cite le ministre, il a commis une faute. Alors il mérite quand même, dit-il, le ministre, de rester dans la fonction publique. En revanche, il a commis une faute, il ne peut pas rester directeur de prison. Est-ce que le directeur de prison sert de bouc émissaire, Magali Vicente, ou est-ce qu'au contraire, il fallait montrer aussi une forme de fermeté au service
services de l'État lorsque quelque chose se passe mal? Non, mais il y a besoin. Aujourd'hui, tout l'enjeu pour Gérald Darmanin, c'est effectivement de pouvoir montrer des mesures de fermeté, parce qu'on dit beaucoup qu'il propose beaucoup de choses, mais que malheureusement, on voit pas suffisamment encore de déclinaison sur le terrain. Ceci dit, c'est pas la première fois qu'il y a eu des petits problèmes dans les prisons ces derniers temps. Donc du coup, il y a eu l'affaire aussi où Gérald Darmanin s'est rendu compte qu'il y avait des massages qui étaient offerts dans les prisons. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses qui sont remontées. Et du coup, maintenant, il est attendu aussi sur ce terrain-là, c'est-à-dire des plus petites actions, mais en tout cas beaucoup plus fermes, en tout cas très symboliques, justement parce que les citoyens se disent à un moment donné, c'est pas possible qu'il se passe autant de choses dans les prisons, et à quoi servent les prisons? Enfin là, donc c'est un exemple. On va dire quoi? C'est la faute des planètes. Enfin, je dis à un moment. C'est compliqué. Elles étaient alignées pour le détenu en question, du coup, il en a profité. Brice Sokol. Oui, c'est encore une fois une mesure symbolique, mais je ne sais pas, il s'est passé quelque chose au Louvre il y a quelques mois, non, quelques semaines. Je pense que la présidente du Louvre est toujours la directrice du Louvre. Elle avait proposé sa démission. Mais elle est toujours en poste. Donc, 2 poids, 2 mesures. Moi, je veux bien qu'on prenne des mesures symboliques, mais il y a un moment, il faut être sérieux. Je pense que le sujet des prisons, est beaucoup plus vaste et beaucoup plus sérieux que cela. Je pense qu'il y a beaucoup de détenus, il n'y a pas assez de prisons, il y a tout un enjeu de construction de prisons qui a été pris à bras-le-corps par le ministre de la justice actuelle, les conditions de détention qui sont pas toujours des conditions qui ont des conditions difficiles quand vous êtes 3, 4, 6 par cellule. Donc voilà, il y a un enjeu autour de la prison. Cette mesure, pour moi, elle est symbolique et médiatique, mais je pense que la réalité de la prison est ailleurs. Oui, la réalité de la prison est ailleurs, en tout cas dans l'état des prisons. Alex Darmon fait son entrée dans le studio, essoufflé comme s'il arrivait d'un planétarium. Bonjour à vous, Alex Darmon. D'une autre planète. Non, voilà, exactement. Bonjour. Bonjour à vous. Est-ce que le directeur de la prison de Rennes, qui est sanctionné aujourd'hui publiquement, sert de bouc émissaire ou pas? Oui, mais ce qui est bien, c'est comment on sait que Gérald Darmanin est en campagne présidentielle. Je pense que ça, c'est important de le dire. Parce que quand vous voyez les différentes annonces qu'il fait, ses discours, son bilan, parce qu'il fait son bilan quand il dit voilà ce que j'ai fait au budget, voilà ce que j'ai fait quand j'étais à l'intérieur, voilà ce que je fais quand je suis à la justice. On se rend compte que finalement il a le droit, c'est un discours de candidat déclaré à l'élection présidentielle premièrement. Deuxièmement, moi je suis d'accord avec Brice, je pense que la prison c'est un sujet qui est sérieux. Et quand vous avez des gens qui y travaillent, je pense que ce sont des gens sérieux. On peut pas tout voir. Dans ces cas-là, si on devait tout voir, Gérald Darmanin aurait dû démissionner le lendemain du Stade de France. Vous voyez ce que je veux dire? C'était la finale de la Ligue des Champions où des débordements avaient eu lieu très graves visant les supporters. Et où il avait de Liverpool. derrière accusé les supporters anglais d'être à l'origine de ces débordements, et puis pour quelques mois après dire que finalement il s'était trompé. Ouais, il a présenté ses excuses d'ailleurs. Oui, mais donc moi je trouve ça très 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 facile de dire c'est de la faute des autres et jamais de la mienne premièrement. Et quand vous voyez son discours d'ailleurs, où vous voyez les responsables de l'administration pénitentiaire derrière lui, vous voyez qu'ils sont quand même très mal à l'aise. Voilà. Donc moi, ça me gêne un petit peu parce qu'effectivement, la prison est un sujet sérieux, parce qu'effectivement, on est retoqué par les droits de l'homme à chaque fois sur les conditions de détention, parce qu'effectivement, on manque de places de prisonniers et bien évidemment, je sais ce que vous allez dire, c'est que il faut à un moment donné sanctionner les gens. Non, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est difficile pour tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio d'entendre dire oui, mais les prisons sont dans une situation désastreuse, les droits de l'homme ne sont pas respectés parce qu'il y a trop de monde en prison. On le sait, c'est vrai. Mais d'un autre côté, là, on parle d'une évasion dans le cadre d'une sortie récréative dans un planétarium. Je pense pas que les droits de l'homme aient été maltraités dans cette histoire. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on peut pas prendre un sujet et dire derrière, c'est de la faute du directeur de la prison. En fait, la prison, le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est malade, la prison. Elle est malade. Il faudrait qu'on ait un débat autour du statut du prisonnier, ce qui avait d'ailleurs été fait par Éric Dupond-Moretti à l'époque, puisqu'il avait créé, on promettait 12 000 places de prison à l'époque. 5 000 avaient été créées. Il avait créé le statut du travailleur prisonnier et toutes ces choses-là, et on en parlait de la prison dans le bon comme dans le mauvais. Aujourd'hui, on n'en parle que comme dans le mauvais. Le problème, c'est qu'on a besoin de la prison. C'est obligatoire. On a besoin de la prison. On peut pas juste dire ça se passe mal et il faut que quand il y ait des évadés, on vire le directeur de la prison. Allez chercher des gens qui veulent être syndicats pénitentiaires, qui veulent être surveillants de prisonniers. Vous verrez. Et en faisant ça, je pense que c'est encore pire. Ergun Toparslan. La première réaction, c'est que quand Sébastien Lecornu a fait son gouvernement, il a bien indiqué qu'il serait composé uniquement de personnes qui n'ont pas d'ambition pour 2027.
Donc si Gérald Darmanin en a, je pense qu'il faut qu'il le dise et qu'il agisse en conséquence, mais qu'il n'utilise pas un ministère et un gouvernement qui vise la stabilité pour une campagne, une pré-campagne. C'est pas pour réagir à ce qui vient d'être dit par Alex Darmon. J'ai un gros doute là-dessus. Après, effectivement, c'est les risques de ce genre de décision. Si on n'en prend pas, c'est à un moment donné, on va se retrouver avec l'opinion publique contre soi sur des défaillances ou pas. Par contre, si on en prend, il faut être vraiment certain, et je suis pas certain que la réactivité de ce type de décision aide à avoir fait le temps de l'analyse ou s'il y a une défaillance potentielle ou pas. Ensuite, c'est le risque de tout métier, de tout dirigeant qui se mettent en place. On est directeur, c'est effectivement des beaux postes, des belles responsabilités, mais dès qu'il y a des défaillances, il faut aussi assumer la part de responsabilité qui sont liées à ces postes-là. Et donc la directrice du Louvre aurait dû se retirer elle-même, ou on aurait dû la laisser se retirer après le cambriolas, par exemple? Moi j'ai bien aimé le temps de l'analyse, sauf qu'au bout de l'analyse, il n'y avait pas de décision qui a été prise, d'acte. Ça me semblait plutôt évident. Mais j'ai bien aimé le fait de ne pas être dans l'immédiateté, dans la réactivité à froid. Donc il y a eu des commissions, d'ailleurs c'était assez lunaire, notamment la commission qu'il y a eu au Sénat, si je me trompe pas. Sauf que derrière, encore une fois, dès qu'il y a plus, c'est plus dans l'actualité, ça fait pouf. Ça, c'est un peu la maladie de l'époque pour nos politiques. Voilà, ça, dès qu'on en parle plus, on laisse filer le truc on passe à autre chose. On passe à autre chose. Hélas. Allez, est-ce qu'on va repasser au service militaire? C'est la question qu'on va se poser dans quelques instants. Pourquoi pas sur une base volontaire? Est-ce qu'on cherche à faire peur aux Français lorsqu'on soumet cette idée, ou est-ce qu'au contraire, on a changé d'époque, l'époque devient dangereuse, y compris pour le pays, et il faut qu'on l'assume tous. 0826 300 300. Prenez la parole au 0826 300 300. Que vous soyez, militaire, ancien militaire, ou civil, ou pacifiste, tout le monde a la parole sur Sud Radio. À tout de suite. Demain matin, 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Avec nos 4 invités, on débat de l'actualité. Alex Darmon est avec nous, journaliste politique, créateur de la chaîne YouTube Les Indécis. Brice Sokol, politologue, essayiste et co-auteur de L'écharpe et les tempêtes aux éditions de l'Aube. Ergun Toparslan, délégué général de démocrates et progressistes. Et Magali Vicente, communicante politique. 0826 300 300. Faut-il rétablir un service militaire sur la base du volontariat? Le gouvernement assume y réfléchir aujourd'hui, donner par exemple à la jeunesse un cadre pour servir. La menace d'une guerre à terme est de plus en plus jugée sérieuse par l'exécutif. Alors pourquoi pas un service militaire? Tiens, on s'est demandé, à qui donner la parole sur ce sujet? Autant la donner à des auditeurs de Sud Radio qui sont d'anciens militaires. Direction Dax. Florent, bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour sur Sud Radio. Merci. Ancien militaire, je crois. Oui, tout à fait, au 8e RPIMA et au 2e escadron d'éclairage et d'investigation à Orléans. Ouais. Alors, est-ce que pour vous, le retour d'un service militaire volontaire, ce serait une bonne idée? Alors actuellement, au vu du contexte, oui. Mais un service militaire du coup plus adapté, style comme il se fait en Allemagne, c'est-à-dire que on prend en compte les études des personnels, donc on les fait venir, on les fait repartir, ou alors dans l'absolu, en tout cas, un service militaire un peu moins long que celui qu'on connaissait en 95 et avant. Alors vous êtes un para, si j'ai bien compris, le RPIMA. Oui. Comment les paras, comme vous êtes quand même des durs à cuire et des soldats de métier, comment les paras comme vous accueilleraient des jeunes de toute la société, par exemple, qui viendraient découvrir le service pendant une durée courte, quoi? Alors, mais du coup, pas trop courte, parce que ça serait plutôt leur vision. Ouais. Et du coup, à minima, il faudrait déjà 4 mois de formation de base, comme celle qui est actuelle, comme celle que j'ai connue à l'époque, en 2003. Donc, c'est 4 mois d'instruction pure et dure, coupée du monde, parce que il faut bien mettre sur off le cerveau et prendre les bonnes habitudes, les bons réflexes. Ouais. Donc, en tout cas, il ne faut pas prendre ça à la rigolade. Non. Et ça, c'est sûr que les parents, ils auront cette vision-là, clairement. Oui. Effectivement. En tout cas, ça paraît logique. Vous n'avez pas peur que ça ralentisse les soldats de métier, par exemple? Ah non, c'est tout l'inverse. Tout l'inverse. Parce que justement, nos régiments sont pollués par des vigipirates, par des missions, je dirais, secondaires ou tertiaires. Ouais. Donc,
Vous voulez refiler les corvées au service militaire, dites-moi Florent. Pardon ? Vous voulez refiler les corvées au service militaire, non, aux jeunes du service militaire, si je vous écoute? Un petit peu, mais vous voyez, il y a déjà eu des choses qui ont été faites, notamment en 8 et ailleurs, où, par exemple, la sécurité de la caserne ou de nos sites sont assurés par des civils. Déjà, ça nous coûte un peu d'argent. Par contre, déjà, on pourrait, si je prends le 8, on pourrait avoir, il y a déjà une compagnie de réserve, il pourrait y en avoir une deuxième, et il est dédié donc pour une réserve opérationnelle, donc renfort, mission extérieure, etc. Puis mission au PINT intérieur. Et du coup là, nos professionnels pourraient être plus concentrés et plus encore mieux aguerris. Et puis la compagnie, je dirais opérationnelle, elle en appui des professionnels. Voilà, mais sur laquelle on pourra compter. Mais écoutez, par contre, ça va demander quand même des budgets et du temps. Et du temps. Et du temps et de l'énergie. Mais écoutez, merci en tout cas Florent pour ce témoignage depuis Dax. Je le rappelle, ancien para, ancien militaire. Et puis merci d'avoir risqué votre peau quand même pour défendre ce pays. Ça c'est important. Merci de notre part à tous. Rétablir un service militaire sur une base volontaire. Vous auriez pu le faire, vous, Ergun Toparslan, si vous aviez été dans les clous? Vous auriez aimé le faire, le service militaire? Ouais. Ça m'aurait pas déplu. Ensuite, je pense que ce que je retiens là de la prise de parole, c'est le côté mis à jour, un service militaire modernisé. C'est vrai qu'on a une image, d'ailleurs qu'on n'a pas d'ailleurs, mais qu'on nous a raconté du service militaire dans des vieilles casernes, dans des lieux pas très confortables, etc. Mais aujourd'hui, quand on voit la mutation des conflits, notamment ce qui s'est passé en Ukraine avec l'émergence de la cyberdéfense, des attaques par drone, on voit qu'il y a plein d'entreprises qui n'existaient pas il y a 3-4 ans, qui ont énormément pris de marché là-dessus. Donc on voit qu'on a si c'est le cas, si on tout a changé. Tout a changé. Il faut que notre pays s'adapte également à ça. Et si on met en place un service militaire, c'est plusieurs niveaux et aussi une mise à jour par rapport aux nouveaux conflits et ce qui peut nous attendre. Si on ne veut pas être pris de court dans les prochaines années en cas de conflit qui émergerait sur nous. Malheureusement, je me mets à la place aussi de ceux qui nous écoutent. Certains ont peur qu'on prépare les esprits à une guerre, qu'on cherche à faire peur. Pourquoi pas? C'est pourquoi d'ailleurs la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a tenté de rassurer aujourd'hui. Non, je la cite, nos enfants n'iront pas combattre et mourir en Ukraine. On ne sait plus trop sur qui est le pied dans ces Brice Sokol. Moi personnellement, j'ai été extrêmement choqué par la prise de parole du chef d'état-major des armées qui a dit devant les maires le contraire. Il faut accepter de perdre ses enfants. Est-ce que c'était le moment de le dire, le lieu? 2, est-ce que c'était à lui de le dire? C'est un militaire. Je pense qu'il est sous la tutelle de la ministre de la Défense, qui elle-même est sous la tutelle du Premier ministre, et qui lui-même est entre guillemets sous la tutelle du président de la République, qui est le chef des armées. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, Jacques Chirac a supprimé en 1997 le service national. À l'époque, on nous disait, ça coûte cher. Alors, il l'a suspendu d'ailleurs officiellement. Ça veut dire que ça pouvait toujours revenir en cas de besoin. On nous a dit à l'époque, ça coûte très cher. 2, il y a la moitié des Français qui échappent. Et 3, il nous faut une armée de métier efficace, opérationnelle. Aujourd'hui, il y a une menace européenne. Russe, il y a une prise de conscience collective du continent européen. Il n'y a pas que la France qui se pose la question. Vous avez l'Allemagne, vous avez la Suisse, vous avez d'autres pays européens. Donc c'est un sujet. La Suisse. Il y a une votation citoyenne qui va avoir lieu. Alors bon, je sais, il faut relativiser l'armée. Ça reste un pays neutre. Non, messieurs. Mais voilà. Donc la question c'est quel est l'enjeu d'avoir de nouveau un service militaire? Est-ce que c'est un enjeu de cohésion nationale? Et moi, alors je dis bonjour à mon camarade parachutiste. Moi, j'ai fait les paras par Saint-Michel. Bonjour. Est-ce que c'est un enjeu de cohésion nationale? Et moi, j'ai beaucoup aimé faire mon service national parce que j'ai trouvé des gens de tous milieux sociaux, de tout territoire, de quartiers populaires, de ruralité, etc. Donc, en termes de cohésion nationale, moi, j'y suis favorable. Après, est-ce que sur le plan opérationnel, c'est nécessaire? Vous n'êtes pas sûr, vous? Je me pose la question. Est-ce qu'il n'est pas plus judicieux ou est-ce qu'il ne faut pas parallèlement investir dans l'innovation, dans l'armement de demain, dans ce qu'on fait aussi, sur le renseignement, sur la guerre hybride? Est-ce que ça, ce ne doit pas être la priorité aujourd'hui? Magali Vicente.
Moi, je suis très interrogative parce que, encore une fois, sortir comme ça des phrases et revenir à des choses qui existaient, on sait très bien que si on remet le service militaire au goût du jour, on sait qu'il ne peut pas revenir tel qu'il existait. Mais avec plus de hauteur là-dessus, c'est quel sens on donne. Je suis d'accord avec vous. Quel sens on donne à un potentiel service militaire? Est-ce que c'est la fabrication de militaires? Est-ce que c'est la fabrication de citoyens? Moi, j'ai été dans les forces de l'ordre. Ça a été mon premier job pendant 4 ans. J'étais police nationale. Je sais ce que c'est que servir. Et bien sûr que j'aimerais que tout le monde puisse connaître ça parce que vraiment ça transforme en fait en profondeur les individus. Mais au-delà de ça, j'ai aussi été élue et engagée. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui manque profondément en fait dans notre pays, c'est cette notion d'engagement, c'est-à-dire des citoyens qui deviennent engagés au cœur de la cité. C'est vraiment ce dont on a besoin, notamment pour la cohésion nationale. Ça a été tenté par Gabriel Attal avec le service civique, ça a fini par faire fiasco. Mais même la journée défense et citoyenne, elle a été revue, mais sur le fond, c'est absolument pas suffisant. On n'a pas d'ambition sur le sujet. Voilà, le service militaire tel qu'il existait ne peut pas revenir dans cet état puisque les enjeux ont changé et les enjeux de société aussi. Nos jeunes ne sont plus dans les mêmes dispositions et dispositifs. Mais ceci dit, voilà, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment, en fait, qu'est-ce qu'on attend de cette cohésion nationale ou pas? Sauf que le débat là-dessus, il a changé en quelques mois. Il y a 1 an, 2 ans, lorsqu'on parlait du service militaire, c'était un débat, les gens de gauche disaient que c'était un débat réactionnaire, c'est parce qu'on voulait embrigader les jeunes. Aujourd'hui, au contraire, quand on entend ça, on a tendance à dire mais on cherche à faire peur aux Français. Alex Darmon. Oui, mais enfin, on cherche à faire peur aux Français parce que vous avez le chef d'état-major qui vous dit qu'on n'est plus vraiment en paix. Ben oui. Ce qui est vrai d'ailleurs, au passage, quand vous regardez la situation de l'Europe, c'est à quelques kilomètres de chez nous qui a la guerre que les espaces aériens sont envahis. Donc moi je comprends les propos des militaires. Maintenant, la vraie question, c'est que je suis pas sûr que les Français aient envie d'aller faire la guerre. Et je suis pas sûr que les parents français aient envie d'envoyer leurs enfants faire le service militaire. Pardon, mais c'est une culture. Vous avez d'autres pays, on pourrait les citer, où pour eux l'armée c'est normal, c'est cohérent parce qu'ils sont toujours sur entre guillemets leur garde, parce que ils peuvent mourir le lendemain, et donc pour eux c'est inscrit dans leur logiciel. Alors que la France doit sous-traiter la guerre aujourd'hui à d'autres pays, c'est ça? Oui, et puis parce que je pense que c'est terrible ce que je veux dire, mais je pense qu'on n'a pas cette culture-là. Voilà, et franchement... Vous avez un ancien militaire à votre gauche, hein, quand même. J'ai juste fait mon service national, je ne suis pas un ancien militaire. Non, mais tant mieux, heureusement qu'il y a des gens, comme on a entendu votre auditeur, comme Brice, pour s'engager et aller sur le terrain. Et l'engagement, c'est une autre question. Moi, je trouve que c'est un très beau sujet qu'on pourra en parler, parce que vous avez des milliers de jeunes qui s'engagent sur le territoire et dont on parle très très peu. Mais en termes de culture, je pense pas que la France, malheureusement, depuis Jacques Chirac en 1995... Pour vous, c'est fini? Bah oui, je pense. Allez voir les Français, poser leurs questions aux jeunes de 15, 17, 18 ans. C'est un petit côté. Alors pourquoi pas la guerre, mais pour les autres, pas pour. C'est un peu ça. Alors je vois ce qu'essaye de dire Alex. Par contre, dans l'histoire, France le peuple français a toujours réagi différemment quand il était face à la menace. Même si, je suis désolé, c'est pas non plus une histoire dépourvue de violence militaire ou de combat militaire dans ce pays. Ça a toujours été une vraie culture de défense et pas que de défense. Donc dire ça, c'est un peu compliqué. Après, dans l'opinion, il est vrai que quand la menace n'est pas visible, sentie ou autre, d'ailleurs c'est le plus grand mal qu'on a eu. On a du mal à leur expliquer que la guerre en Ukraine était juste à nos portes. Ça prenait pas en vrai. C'est pas comme si c'était à portée à côté non plus. C'est pas que ça prend pas. Pardon, c'est pas que ça prend pas, mais je pense que, vraiment, moi j'invite tout le monde à lire le bouquin de Laurent Gounel qui s'appelle Le Réveil, si vous ne l'avez pas lu. Mais il est très très bon justement pour expliquer post-Covid. En fait, il s'est servi de l'exemple de ce qui s'est passé pendant le Covid pour expliquer tout ce qui est manipulation des masses et qui fonctionne encore aujourd'hui très bien. Donc là aussi, la question elle est à se poser. On va au-delà en fait. C'est bien sûr que les Français sont conscients de ce qui se passe en Ukraine. Maintenant, est-ce qu'ils ont confiance en ce que le chef d'État et le message que fait passer le chef d'État, le message que fait passer le chef d'État-major quand on connaît les liens, et forcément les Français se posent la question de qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà. Aujourd'hui, il y a une vraie remise en question, une défiance envers. C'est le vrai danger, c'est la remise en cause des expertises. C'est l'époque du populisme qui est très dangereuse dans cet espace. Après, on a le droit de débattre aussi. C'est un sujet hautement politique. On va continuer le débat. Quand on demande si le chef d'état-major dit vrai, c'est quand même choquant, quoi. Alors restez avec nous. Prenez la parole. Participez au débat sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h
10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Alex Darmon, Brice Sokol, Ergun Toparslan et Magali Vicente. Et vous d'ailleurs au 0826 300 300 comme Marc qui nous appelle du Pays Basque depuis Biarritz. On avait un débat juste avant de se quitter. Est-ce que c'est populiste aujourd'hui de dire qu'il faut rétablir un service militaire? Il y avait des accords entre nos débatteurs qui sont pas d'accord pour le coup. Marc, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue sur Sud Radio. Ancien militaire, vous aussi, depuis Biarritz pour le coup. C'est populiste pour vous ou pas de vouloir rétablir le service militaire ou même de l'envisager? Pour moi, il faut l'envisager, il faut le remettre. Je ne sais pas si on prend un petit peu de recul par rapport à cette discussion et par rapport au service militaire. Du temps du service militaire, alors comme a dit un monsieur qui participe à votre émission, effectivement, c'est agréable, il y a des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'ai vu des gens sortir de l'armée grandis, qui avaient appris à lire, qui avaient appris à écrire et autres et autres. Déjà, on apprend une droiture, on apprend des règles. Et aujourd'hui, ces règles et cette droiture, quand on voit la jeunesse d'aujourd'hui, il n'y en a plus. Tout fout le camp. On a rien qui tient la route. Et on en est à des stades où on voit des jeunes qui traînent, on a de la délinquance qui évolue, etc., parce qu'ils n'ont aucune droiture. Et le service militaire nous remettait quelque part sur le droit chemin. Le service militaire était important pour des quantités et des quantités de jeunes. J'ai vu des gamins arriver en grosse difficulté, repartir grandis et heureux. Parce que on avait des gens qui encadraient à la dure, soit, et je l'admets, je suis ancien commando, je sais ce que c'est, mais il y avait quelque chose de plus. Et aujourd'hui, on en arrive même à un stade, pour continuer votre discussion, on n'a même plus d'armée. Quand on écoute des généraux parler, on a un conflit demain, on ne peut pas répondre. On n'a pas assez d'hommes, on n'a pas assez de matériel. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus rien derrière. Alors après, c'est des discussions de politique, d'argent et autres et autres. Mais malheureusement, aujourd'hui, oui, au service militaire, absolument remettre cette droiture en place, remettre de l'ordre dans un pays aujourd'hui qui en a grandement besoin. Mais écoutez, merci pour votre témoignage, Marc, depuis Biarritz. Magali Vicente, vous disiez que c'était presque... vous disiez que appeler à rétablir le service militaire, c'était presque populiste. Qu'est-ce que vous répondez dans ce cas-là à Marc? C'est pas que c'est presque populiste, c'est juste, moi je suis très attachée à la notion de sens. Donc voilà, soit on dit délibérément que derrière ce service militaire, effectivement, on veut produire des militaires en défense du territoire et on n'a que cette vision armée. D'accord. Et dans ces cas-là, on l'assume et on dit pourquoi, c'est-à-dire au regard de ce qui va se passer. Et là, on peut avoir débat aussi sur l'avenir de la guerre sur nos territoires. Soit on considère que ça ne peut pas répondre en fait aux besoins actuels. On met de côté cette histoire de défense et on dit, il y a peut-être une priorité, c'est aussi de faire des citoyens. Et comment aujourd'hui on fait des citoyens aujourd'hui sur ce territoire? Donc à quoi ça doit servir pour vous? Moi, je suis plus attachée à cette notion d'engagement. Voilà, comme on l'expliquait tout à l'heure. Comme un service civique, quoi. Comme si j'allais travailler dans un hôpital ou être pompier. C'est ça, mais un engagement obligatoire. La notion de obligatoire ou pas, elle est aussi fondamentale. Parce que si vous rétablissez un service militaire, même tel qu'il existait, mais que vous le rendez pas obligatoire, à quoi il va servir, puisqu'on sait très bien que tous ceux qui logiquement devraient en bénéficier n'iront pas. Donc en fait, ça servira à rien. Donc vraiment, il faut se poser la question de départ. Quel sens on donne? Et du coup, est-ce qu'on va jusqu'au bout de ce sens-là? Mais moi, je pense que vraiment, on a des jeunes sur notre territoire qui doivent comprendre ce que c'est que la notion d'engagement au cœur de la cité et au cœur de notre pays et remettre ce débat de la citoyenneté nationale et l'identité nationale. C'est quoi aujourd'hui se lever pour la France? C'est pas que l'armée. Au quotidien, tout le monde fait des actions. Jeannette, tiens, nous appelle depuis Carcassonne, dans l'Aude, une autre ville où il y a des militaires d'ailleurs, si je me souviens bien, ma chère Jeannette. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Bienvenue au 0826 300 300. Merci à vous. Effectivement, Carcassonne et son fameux troisième RPI connu et reconnu au niveau national et international pour toutes les actions menées sur le terrain, OPEX. Le Liban, etc., l'Afghanistan. Mon défunt mari était du 3e RPIMA, il a fait jusqu'à la retraite, il était donc militaire. J'ai moi-même pu intervenir auprès du ministère de la Défense des anciens combattants, dans des commissions où j'ai été missionnée récemment, avec Madame Dariussec, puis Madame Miralles. Patricia Miralles, ministre des anciens combattants. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat aujourd'hui? Ce débat occulte bien des difficultés qui sont les nôtres au niveau armé. La pénurie matérielle, humain, logistique, financier, c'est factuel. Nous ne pourrions, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en conflit, on ne tient pas nous 2 semaines, pas plus. Pas plus, c'est une réalité.
reconnu par tous les officiers. Je suis en lien avec eux. Moi, je peux en parler. Eux, ils ont le devoir, l'obligation de réserve. Donc vous parlez pour eux. Et vous, aujourd'hui, vous dites que ça ne sert à rien d'envisager d'équiper, d'armer et d'entraîner des centaines de milliers de jeunes en plus, alors qu'on n'arrive déjà pas à le faire avec les soldats de métier qu'on a aujourd'hui. Il faut, au jour d'aujourd'hui, redonner l'envie aux jeunes de ce fameux service militaire qui avait effectivement mille et une valeurs portée, et également le lien social qu'elle pouvait faire naître entre les uns et les autres. Quand on fait ce service militaire, tout ce qui est racial, culture, religion, niveau social, tout ça a été effacé. C'est un corps fraternel, c'est un esprit fraternel qui portait nos corps d'armée, par le passé, en tout cas. C'est ce qu'il faut réapprendre auprès de nos jeunes. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Maintenant, concernant les conflits, notamment le conflit ukrainien, on va peut-être revoir l'historique depuis le début. Le début, c'est 1989, le mur de Berlin. Oui. Ensuite, nous passons en 2014, ce qui se passe au Donbass. Oui. Nous n'allons pas oublier qu'en 2022, l'Ukraine avait été proposée comme territoire neutre, au même titre que la Suisse. Pourquoi cela n'a pas été validé par l'OTAN? L'Ukraine déclarée neutre au même titre que la Suisse, mais c'est gagnant pour tout le monde. Ça l'aurait été, mais ça c'était effectivement avant la guerre déclenchée par Vladimir Poutine. Merci en tout cas, ma chère Jeannette, d'avoir pris la parole depuis Carcassonne dans l'Aude. Quelle belle ville en plus, Carcassonne dans l'Aude. Alex Darmon, vous aviez l'air dubitatif. Non, mais parce qu'en fait, moi, j'ai du mal à dire redonner l'envie au service militaire. Je comprends, oui, vous n'avez pas la tête de quelqu'un qui a envie. Non, mais moi, en ce moment, non, je veux dire. Vous savez, non, pour le coup, j'aurais bien aimé faire mon service militaire. Oui, et je suis pour le retour du service militaire. Mais on peut pas redonner l'envie de faire la guerre. Enfin, pardon, c'est quelque chose il faut l'assumer. Si on décide de demander aux jeunes de faire l'armée, c'est qu'on décide aux jeunes de faire la guerre. C'est pour défendre le pays, ce que vous voulez. Encore une fois, dans d'autres pays, c'est culturel, c'est comme ça. Et je peux vous dire que vous allez voir votre pays, ses parents de jeunes qui partent à l'armée, ils vous diront mais moi je veux pas qu'il y aille. Et c'est normal. C'est naturel. Donc, par conséquent, redonner l'envie, non. Il faut assumer. Si on décide de dire aux jeunes qui vont faire l'armée, qui font leur service militaire, c'est parce qu'il faut qu'on se défende, parce qu'il y a une situation qui est compliquée. Alors oui, après, il y aura des vertus qui seront sociales, je suis d'accord, des vertus qui rassemblent tout le monde, qui peuvent remettre les gens dans le droit chemin. Et j'aimerais juste revenir sur une chose, sur l'engagement. La notion d'engagement, elle est extrêmement importante. Extrêmement importante. Et d'ailleurs, au Salon des maires et des collectivités locales, ça a été l'un des sujets, oser l'engagement. Et vous avez pu voir dans les travées de ce Salon des maires, des jeunes de la protection civile, service de protection civile, des jeunes pompiers, des jeunes réserves en gendarmes. Et donc, il y a quand même une jeunesse qui est active en France. Je dis pas que c'est la majorité, mais en tout cas, elle est active et il faut lui rendre hommage à cette jeunesse. Voilà. Et ce sera dit en tout cas. Brice Sokol, le mot de la fin. Non, mot de la fin. C'est-à-dire qu'il y a Madame a raison, un des vrais sujets, ce sont les moyens de notre politique de défense. Il y a une loi de programmation militaire qui a été votée pour 2014-2030. Elle augmente significativement les budgets des armées, c'est autour de 413 milliards d'euros. On a uniquement 264 000 militaires en France, ce qui est très peu. Donc il y a un sujet de moyens, il y a un sujet d'effectifs. Et compte tenu des enjeux internationaux, la question se pose de savoir quelle armée nous voulons pour demain. Allez, restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. 0826 300 300 après la guerre extérieure ou pas d'ailleurs, place à celle de l'intérieur. Que faire contre le trafic de drogue? Parce qu'on a aussi des jeunes qui meurent, par exemple, surtout sur le territoire français à cause du trafic de drogue. Une idée pour mettre fin à ce fléau qui décape, c'est pas la première fois que c'est sorti, mais quand même, c'est Louis Sarkozy, le fils de Nicolas Sarkozy, candidat au municipal dans la belle ville de Menton. Dépénalisons les drogues, toutes les drogues, pour détruire le deal. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oh la vache, comme vous dites. Et vous en pensez quoi? 0826 300 300. On en débat dans un instant. Ok. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Avec nos 4 invités, Alex Darmon, Brice Sokol, Ergun Toparslan et Magali Vicente. 0826 300 300. On va prendre la direction de Marseille dans un instant d'où Jean-Pierre nous appelle. Et pour cause, on parle de la drogue.
Dépénalisons les drogues, toutes les drogues pour détruire le deal. C'est ce qu'a plaidé le fils de Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, qui est candidat dans aux municipales à Menton. Il s'exprime, je le cite, « L'État a perdu la guerre du tout répressif et pas seulement la France, tous les États. La vérité, c'est qu'il faut dépénaliser toutes les substances, virgule, toutes. » Il insiste. En le faisant, on détruit le marché du deal, on libère l'individu. Dépénaliser le cannabis, dit-il, ça ne réglera pas tout, mais ça coupera une partie essentielle du marché. Personne n'ira acheter du cannabis illégal et non réglementé, alors qu'il y aura une alternative légale. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes à Marseille en ce moment, on est d'accord ? Au 0826 300, une ville qui a été, qui est lourdement frappée par le trafic de drogue et ses conséquences meurtrières. Comment vous réagissez lorsque vous entendez ce que dit Louis Sarkozy ? Je me demande ce qui lui est tombé sur la tête, ce pauvre garçon, parce que faut vraiment se pincer pour entendre des propos pareils. Sous tous les angles, la drogue, faut arriver à lutter et même à gagner la guerre. Parce qu'il y a des batailles qui se perdent, mais il y a des guerres qui se gagnent. Sous l'angle de la sécurité et de tout ça, on en parle sans arrêt, mais Louis Sarkozy devrait peut-être penser à l'angle de la sécurité, de la santé publique. Même sous l'angle de la santé publique, c'est une catastrophe. Sous l'angle des relations sociales, c'est une catastrophe. Sous l'angle du travail, c'est une catastrophe. Des gens qui se droguent, ils peuvent pas aller travailler. Et ce sont rapidement des débris. Il y a des gens qui fument 10 pétards par jour et puis ils vont sur la route et puis ils provoquent des accidents. Enfin, il n'y a pas un angle sous lequel c'est bénéfique. Alors après, on peut dire en légalisant, on va contrôler. Ce n'est pas vrai. En légalisant, on va rien contrôler parce qu'il y a toujours un produit différent, nouveau, qui fait qu'une nouvelle mafia s'installe, le rend plus attractif. À l'époque où la cocaïne était chère, on a inventé le crack, et le crack, c'était pas cher, et puis ça fait des zombies. Donc c'est sans fin. C'est sans fin. Donc soit on baisse les bras, soit on lutte. Et je pense que tout ce qui se passe depuis 40 ans, c'est les gens baissent les bras, on s'accoutume, on trouve ça cool d'abord, on trouve ça bien, on trouve ça chic, enfin suivant les modes. Et puis ensuite, on dit c'est trop tard, on baisse les bras. Voilà. Donc moi je suis contre l'idée de baisser les bras, contre l'idée d'abandonner, contre l'idée de renoncer. Je suis quelqu'un qui renonce pas. J'ai compris en tout cas. Tiens d'ailleurs, vous êtes à Marseille, Jean-Pierre. Amin Kessassi, le frère de Mehdi Kessassi qui a été assassiné la semaine dernière. Amin Kessassi appelle à un rassemblement. Il espère voir des milliers de personnes, pas seulement de Marseille, sur le rond-point où son frère a été assassiné la semaine dernière. Est-ce que vous pensez qu'il y aura beaucoup de Marseillais sur place ? Oh, écoutez, ce que je pense a peu d'importance. Je ne sais pas. On verra. Vous savez, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, on verra qui se mobilise, qui se mobilise pas. J'entends dire que la porte-parole du gouvernement sera là. C'était un signe très positif. Et vous savez, il y a une phrase de Bossuet qui commence par « Dieu se rit de ceux qui chérissent les... » Vous voyez ce que je veux dire ? Écoutez, quand on est militant écologiste... on peut quand même se poser la question. C'est quand même un parti pour lequel, qui a longtemps milité pour la légalisation de tout, pour un changement de mœurs très profond. Donc, faut quand même s'interroger sur ses engagements politiques propres lorsque on milite comme ça. Mais en même temps, ce qu'il fait, ce garçon est remarquable. Il s'oppose, il a du courage, et on peut que saluer d'avoir le courage de mettre sa vie en danger, et qui est de le faire aujourd'hui. Oui, vous citiez Bossuet, effectivement, citation apocryphe, Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Merci beaucoup Jean-Pierre de nous avoir appelé au 0826 300 depuis Marseille. On est passé de Bossuet à Louis Sarkozy en à peu près 3 secondes. Brice Sokol, vertigineux. C'est vertigineux, effectivement. Est-ce que c'est vertigineux aujourd'hui d'appeler à la légalisation de toutes les drogues comme le fait Louis Sarkozy ? Je vais vous répondre en toute franchise, je ne sais pas. Quand je dis je ne sais pas, c'est que vous avez aujourd'hui 300 millions de personnes, je crois que c'est 4% de la population mondiale, qui vit dans des États qui ont légalisé les drogues. Je fais un état des lieux, je ne porte pas de jugement. Deuxièmement, aujourd'hui, la majorité des États européens sont sur la dépénalisation. Pas la légalisation, la dépénalisation. C'est-à-dire que la consommation ou la culture des cannabis reste officiellement illégale, mais tolérée. Et puis vous avez des États comme la France où c'est plutôt le tout répressif. Et je ne sais pas laquelle des solutions fonctionne ou ne fonctionne pas, je vous le dis en toute franchise.
Moi, ce que je constate, c'est que dans nos enquêtes d'opinion, ce qu'on appelle cette notion du narcotrafic remonte très fortement. En 1, les Français vous disent santé, service public. En 2, insécurité. Et dans l'insécurité, la sémantique, le mot du narcotrafic est omniprésent. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau depuis un an et demi, que ce soit en ruralité, en périurbanité ou dans les quartiers populaires. Donc, ça concerne toute la France, du village à la métropole. Ergun Topaslan. Non, moi je suis stupéfait parce que si y en a qui cherchent des exemples, on en a. On est passé en quelques jours de débat sur la légalisation du cannabis à toutes les drogues. Alors c'est juste Louis Sarkozy, mais c'est vrai que nous on en débat. Oui, après les chiffres sont là, ils font mal en termes de santé publique, ils sont catastrophiques. Il y a une augmentation exponentielle des jeunes qui ont déjà consommé au moins une fois une drogue. Ce qui fait pour le coup, parce qu'il faut bien que quelqu'un le défende un petit peu, ne serait-ce que pour le principe, un argument pour Louis Sarkozy. C'est-à-dire que ce qu'on fait depuis le début ne marche pas. Là, pour le coup, il a raison. Hein. Il a raison. Il a pas tort, ça ne marche pas. Après, on a d'autres exemples qui font qu'on peut étudier de plus près. On peut regarder au Portugal où il y a un peu l'approche du consommateur qui est différenciée. Il est plus vu comme un malade plutôt qu'un délinquant. Et donc il rentre dans des process de traitement. Je pense que c'est des expériences qui sont pas très lointaines sur lesquelles on peut s'inspirer, mais derrière il faut pas perdre de vue la manne économique et comment ça pourrit la vie des millions de nos concitoyens. Un point de deal, c'est des bâtiments non entretenus, des entrées et des sorties qui sont pas maîtrisées chez soi, une liberté de circuler qui est plus à jour et puis la terreur, pardon, parce que là on a changé la violence, des armes et même sans armes. Honnêtement non, le seul combat qu'on doit mener, c'est comment on combat la consommation, l'augmentation de la consommation et toute la diffusion, le cycle de diffusion des drogues. Tiens, si d'ailleurs vous habitez dans une ville où il y a des points de deal par exemple, où il y a du trafic, vous pouvez nous appeler, témoigner même anonymement d'ailleurs au 0826 300 300. Tout le monde a la parole sur Sud Radio. Alex Darmon. Non mais parce que vous dites ce qu'on fait depuis le début ça marche pas, mais on fait quoi? Mais écoutez, non mais concrètement on fait quoi? Parce qu'on dit il faut faire la guerre au narcotrafic et il faut aller les chercher et tout. Je vous pose la question autour de la table. Il y a des pays qui ont vraiment fait la guerre au narcotrafic. Malheureusement ils l'ont fait. Ça a un prix. C'est violent. Tout ce que, il y en a plein. Vous allez en Amérique du Sud. Il y en a plein qui ont fait la guerre au narcotrafic. Nous on l'a fait aussi. On a démantelé 3000 points de deal. C'est pas rien non plus. Non mais j'ai pas dit que c'était rien. Mais juste pour dire, vous dites on fait quoi? Sous-entendu on fait rien. Bah oui parce que quand vous lui dites ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ça n'a pas marché. Mais oui. On vient de dire qu'on avait démantelé 3000 points de deal. Je ne fais que constater que la consommation est exponentielle et que par conséquent, quoi qu'on démantèle, il y a de plus en plus de consommateurs. J'entends Jean-Marie, mais le problème c'est que on prend ce problème de deal et de drogue que par rapport au quartier. Oui, c'est important. Bien sûr que c'est important, mais il aurait fallu aussi aller dans les centres-villes, chez, comme on les appelle, les bourgeois qui vont consommer du C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Oui, mais c'est peut-être un peu tard, parce que ça fait 3 ans qu'il nous dit on va faire la guerre au narcotrafic, on va faire Marseille en grand. Mais si, il a dit celui qui fumait son pétard sur son canapé le samedi soir et tout est responsable. Il y a 3 ans, tout le monde lui est tombé dessus. Comment pourrait il parler comme ça, entre dire, Ergun, entre dire et faire, entre dire et faire, il y a quand même un écart. Et moi, c'est ce que je reproche. Qu'est-ce qu'il doit faire, Emmanuel Macron? Je sais pas, je suis pas politique, je suis pas candidat à la République. Qu'est-ce que vous aimeriez devoir faire en tant que... Pas encore, c'est pas prévu. Mais peut-être en faire une cause nationale à un moment donné, parce que vous savez, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, quand vous en faites une cause nationale, il y a forcément des moyens qui se débloquent et forcément des objectifs avec des résultats qui sont attendus. Pardon, mais on fait souvent la leçon sur le fait que les violences sexistes, sexuelles, le machisme, toutes ces choses-là, harcèlement sexuel, c'était une cause nationale. On n'en fait jamais assez, c'est clair. Mais il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats. Moi, je dis aujourd'hui, s'il doit faire une chose, c'est en faire une cause nationale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aux bourgeois de centre-ville, Alex Darmon, aux bourgeois de centre-ville, puisque c'est d'eux que vous parlez, qui fument leur pétard sur leur canapé le soir. Mais même pas sur leur canapé, vous avez déjà été dans les parcs. Qu'est-ce qu'il faut leur faire? Dans les parcs à Paris, voir les gens qui fument. Il faut les contrôler et il faut les juger immédiatement. Je suis désolé. Si c'est vraiment un conflit, un délit, il faut les juger immédiatement. Magali Vicente. Moi, je vais aller justement aussi en renfort avec ce que disait Alex.
Moi, j'ai été à la brigade des stupéfiants 4 ans à Grenoble, de 98 à 2001. C'était il y a 25 ans. Oui. C'était déjà une ville qui était un haut lieu du trafic, d'ailleurs. Il y a 25 ans déjà, il y avait énormément de problèmes. Ce qu'on est en train de soulever là, aujourd'hui, en parlant de narcotrafic, ça existait déjà il y a 25 ans. Donc oui, il y a des choses qui sont mises en place et on va dire que au niveau politique, on a pris un peu le taureau par les cornes, mais on se réveille trop tard. Donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on va appliquer une politique de fermeté. On n'a plus d'autre option que d'appliquer cette politique de fermeté envers les consommateurs. Parce que le sujet, c'est aussi les consommateurs. J'ai passé un moment dans le cadre de mon podcast avec Étienne Blanc, justement sur tous les éléments de cette nouvelle loi pour lutter contre les narcotrafics. Il y a énormément d'éléments qui vont être mis en place. Et c'est à creuser. Mais l'élément clé, c'est le consommateur dans tous les cas. Et le consommateur dans le cadre aussi d'une politique de santé publique. Est-ce qu'on fait de la santé publique dans nos établissements depuis le plus jeune âge? Jamais. Il n'y a aucune politique de santé publique contre le cannabis, pour montrer les effets du cannabis. Tous les jeunes considèrent aujourd'hui que c'est génial de fumer du cannabis, ça fait planer, ça fait partir. Tout le monde sait qu'il y a quand même 2 ou 3 saloperies dans le produit, y compris au collège ou au lycée. Oui, et pour autant, ils les fument. Qu'est-ce qui fait que pour autant, ils les fument? Est-ce qu'on a des vraies campagnes d'information? Qu'est-ce qui fait qu'un adolescent continue, par exemple, ou va aller boire jusqu'à la déraison alors qu'il sait que c'est pas bon pour la santé? C'est pareil, c'est l'addiction. C'est l'addiction à différentes drogues. On n'a pas de vraie campagne aujourd'hui envers nos jeunes pour les protéger. Et le cannabis doit être au cœur du sujet parce que c'est un vrai danger pour les jeunes. Et ce sera le mot de la fin sur ce débat-ci. Mais il y en a d'autres encore. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant. 0826 300 300. Mettez-vous d'accord, toujours avec nos invités. On va parler des normes. Un méga décret annoncé par le Premier ministre pour supprimer des tonnes et des tonnes de normes inutiles qui pourrissent la vie de nos maires de villes et de villages. On va en parler avec vous juste après les infos de 11h. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Avec nos 4 débatteurs, Alex Darmon, journaliste politique, créateur de la chaîne YouTube Les Indécis, Brice Sokol, politologue, co-auteur de L'écharpe et les tempêtes, publié aux éditions de l'Aube, Ergun Toparslan, délégué général de démocrates et progressistes, et Magali Vicente, communicante politique. Et vous tous, au 0826 300 300, vous êtes maire de ville ou de village. Quelles sont les normes les plus bêtes qui vous font perdre du temps, qui vous pourrissent la vie? Venez témoigner. On en parle avec vous parce que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, annonce, je cite, un méga décret qui permettra, je cite encore, d'élaguer beaucoup de normes avant Noël. Sébastien Lecornu qui annonce aussi devant le Congrès des maires étudier l'idée d'une prime régalienne de 500 € pour chacun des maires afin de sécuriser les actes qu'ils prennent. On ne peut pas demander aux maires, agents de l'État, de prendre sans cesse plus de risques sans voir ce risque reconnu. Alors bon, quelles sont les normes qui pourrissent la vie des élus? Je pense que vous avez demandé à un certain nombre de premiers magistrats dans votre livre, Brice Sokol. Oui, c'est une première remarque. Enfin, les maires nous disent tous, on n'en peut plus. En gros, je crois qu'il y a 400 000 chaque année nouvelles normes qui s'imposent aux collectivités locales. En tout, c'est 12 000 normes. Alors le Premier ministre hier a fait une opération de séduction auprès des maires. Il a annoncé 2 choses. Il a dit voilà, on va réfléchir on va essayer d'éliminer dans le cadre d'un grand décret une centaine de normes. Bon, ce qui n'est pas grand-chose, mais qui est déjà un geste, en tout cas dans la symbolique. Et puis deuxièmement, il a parlé peut-être d'un projet de loi de décentralisation qui pourrait être présenté d'ici la fin de l'année. En gros, 30 normes avant Noël qui seront supprimées. Alors, il y en a 2 ou 3 qui sont croquignolesques. Je cite notamment l'obligation annuelle de vidange des piscines municipales. C'est très important, ça ne faut pas l'oublier. Ou encore l'automatisation du chauffage et de la climatisation dans les édifices publics. J'imagine que ça coûte de l'argent en plus. Ça coûte à peu près, depuis 15 ans, on a calculé, c'est 14 milliards d'euros. Le coût pour les collectivités locales, depuis 15 ans. Cette succession de normes réglementaires qui s'imposent aux collectivités. Et elles sortent d'où, ces normes? Qui a cette idée? Qui s'est dit un jour, je vais obliger de vider la piscine tous les ans? Vous avez le législateur. Donc c'est un député qui a fait ça? Bien sûr. Et des députés qui l'ont voté? C'est toujours la loi. Ça part toujours d'un projet de loi, puis des décrets d'application, puis des mises en œuvre administratives. Donc on réglemente tout et n'importe quoi dans ce pays, on est d'accord? C'était quoi l'intérêt de vider la piscine tous les ans? Écoutez, certainement l'hygiène, l'environnement. L'hygiène, l'environnement. Oui. Je regardais hier le code de l'environnement en 1975. Ouais. Il était de 6 cm. Le code de l'environnement est de 15 cm. Donc oui,
tous les codes explosent et la norme en général explose en France. Le problème, c'est qu'on n'a pas de révision des normes, c'est-à-dire qu'on empile les normes sur les normes, mais vous avez jamais à l'Assemblée nationale une commission qui va travailler sur l'efficience de ces normes. On pourrait peut-être en supprimer 20 à 30%, parce que ça a un coût évidemment pour les collectivités locales, mais ça a un coût pour nous les citoyens. Magali Vicente. La France meurt de l'immobilisme normatif, en fait, on le sait. Bah là, ça, mais quand on a dit ça, si ça s'empile, hein. Il y en a des nouvelles tous les ans. Oui, mais si, c'est une forme d'immobilisme parce qu'en fait, on est incapable, et comme l'a rappelé Brice, on est incapable d'avoir des normes qui soient en adéquation avec ce que vit la société. C'est-à-dire que nos normes, elles ont été pondues à un moment donné où en fait, on n'avait pas les systèmes ou l'innovation ou en tout cas la capacité d'y répondre différemment. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on souffre, c'est-à-dire l'incapacité à avoir un législateur qui soit dans l'agilité de la norme et de la loi. Mais après, encore une fois, moi je salue effectivement l'opération de séduction de Sébastien Lecornu lors du Salon des maires. Mais on va se poser la question de la crédibilité du discours de Sébastien Lecornu quand il dit ça. S'il dit j'en supprime 30 avant Noël, au moins ce sera facile de compter. Hein. Mais même au-delà de ça, il dit ça dans un contexte où on n'a toujours pas résolu la problématique de budget, où en fait on ne sait pas ce qui va se passer et on voit très bien en fait le blocage qui va arriver. Et quand il dit en plus il faut arriver à sauver la démocratie représentative, mais en fait on n'a pas besoin de la sauver, la démocratie représentative. Vous êtes sûr ? Il faut la réinventer. Et c'est là où il se trompe, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans le discours et dans les mots qui sont choisis, en fait, ils n'ont pas du tout la lucidité de ce qu'attendent les Français, de ce qui est en train de se produire. Déconnecté pour vous, Sébastien Lecornu, quoi. Ah mais oui, moi Sébastien Lecornu, j'estime que c'est l'anesthésiste en fait. Vous savez, depuis le départ, c'est ça. C'est rassurant. Malheureusement, vous le constaterez, on est en train de perdre un temps précieux parce qu'au final, on va pas avoir de vote pour ce budget. Voilà, ça c'est la réalité et c'est ce que vont vivre les Français. Alex Darmon. Anesthésie, Alex Darmon. Non mais moi je trouve que j'ai beaucoup critiqué Sébastien Lecornu. Bon, d'abord, je suis d'accord sur le fait qu'il est en opération séduction au Salon des maires, mais en même temps, je trouve qu'il fait preuve d'un certain courage politique. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que lui dans le bateau. Vous voyez ce que je veux dire ? Le président de la République, on sait plus où il est. Faut quand même rappeler que Emmanuel Macron, il est allé au Salon des maires à l'époque. Au début, dans ses premières années de président de la République. Là, ça fait 3 ans qu'il vient plus. Ça lui est arrivé de se faire siffler. C'est peut-être pour ça qu'il ne renouvelle pas l'expérience. Et c'est pour ça que je trouve que Sébastien Lecornu, il prend un peu les coups pour tout le monde à tout moment. Et oui, moi je suis d'accord sur le fait que c'est un peu utopiste ce qu'il raconte. Alors sur les normes, tant mieux s'il arrive. D'ailleurs, il connaît bien, faut le dire, il connaît bien les localités, les communes, les collectivités territoriales. Voilà, il connaît bien. Voilà, il connaît bien ce niveau d'échelon législatif. Donc j'ai envie de dire qu'il sait de quoi il parle. Maintenant, il y a aussi le principe de réalité. Et le principe de réalité, c'est que quand il dit, hier, il dit... comme chaque année, on va demander beaucoup d'économies, je crois que c'est 4,7 milliards aux collectivités locales. Ça va finir à 2. Voilà, et que les collectivités locales disent bon bah non, on veut pas et tout, ils vont trouver un entre deux. Voilà. On négocie. Ouais, bah c'est pareil. Quand il fait ses annonces sur les normes, moi il dit qu'il va en supprimer 30, s'il arrive à en supprimer 5 avant Noël, ça sera déjà pas mal. Voilà. Désespérant. Mais après, il a quand même encore du courage. Je trouve qu'il a du courage. Vous regardez quoi, la piscine du coup? La piscine, je sais pas. Non mais pardon Jean-Marie, mais quand vous dites il sort les normes pour dire qu'il faut mettre la clim et le chauffage et automatique. Automatique, oui, mais bon, je pense malheureusement qu'on est obligé de faire ça aujourd'hui aussi dans notre pays. Oui, ce qui veut dire qu'avant il y avait des maires ou en tout cas des directeurs généraux des services qui disaient ah oui, je voyais mes employés grelotter, mais j'avais pas compris qu'il fallait mettre le chauffage. Bah malheureusement, sans doute malheureusement. Pour être vraiment sérieux, le vrai sujet, ça a été un peu la thématique de ce congrès des maires, c'est le sujet de la décentralisation. C'est-à-dire qu'il faut que l'État se recentre sur ses pouvoirs régaliens. Et laisse le bloc communal, départemental et régional les laisse se débrouiller, pouvoir travailler. Vous savez que 85% des finances publiques des collectivités locales dépendent de l'État. C'est soit le ruissellement de l'impôt national, soit de la dotation, plus de l'emprunt. Qui a augmenté. Qui a augmenté. Donc il faut vraiment donner aux collectivités locales plus d'autonomie financière. Il faut éclater un peu le bloc de compétences. Les Français ne sont pas dupes. Aujourd'hui, la confiance républicaine, elle est à l'échelle des communes, des départements et des régions. Elle n'est plus à l'échelle nationale. Et la démocratie parlementaire... C'est très dangereux comme terrain. La démocratie parlementaire aujourd'hui,
n'est plus de mise en France. Alors, je comprends, mais je suis pas certain que le millefeuille entre le conseil départemental, les conseils régionaux, écoutez, et d'ailleurs, dans le débat budgétaire, ce qui est pas dit, je comprends, on est un peu dans la vibe là, du Salon des maires, mais à un moment donné, on va mettre les pieds dans le plat, mais l'augmentation du nombre de fonctionnaires, c'est essentiellement les collectivités territoriales. On leur transfère des compétences. Mais personne ne dit. On leur transfère des compétences. Bah non, vous dites qu'il faut transférer des compétences. Attendez, il faut être mais cohérent. pas les moyens. Soit c'est trop centralisé, et dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin d'augmenter les effectifs des fonctionnaires. Soit on essaie de décentraliser, mais il y a une contrepartie. Non, mais la décentralisation, ça veut dire l'autonomie financière. Sinon, c'est pas de la décentralisation. On n'a pas la même notion de la décentralisation. Pour le coup, moi, je vais vous donner des compétences, je vais vous donner de fric. Non, mais vous faites quoi? Il y a quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Il n'y a pas les compétences. Il y a quelque chose qu'on augmente autant de fonctionnaires. Il y a quelque chose qu'on n'entend pas souvent, c'est qu'on a fait plein d'intercommunalités auxquelles les mairies ont participé. Ces intercommunalités ont pris des compétences aux villes et en général, les fonctionnaires qui s'occupaient de ces compétences dans les villes sont restés dans les villes et on en a recruté de nouveau pour les intercos quand même. C'est pas aussi simple. Si, c'est aussi simple. Je suis désolé, pour les Français, c'est aussi simple. Vous voulez simplifier un truc? C'est très simple. Le maire qui est vice-président de l'intercommunalité ou de la communauté de communes, de la métropole, conseiller régional, etc., c'est ça qu'il faut simplifier. Et c'est ça la simplification entendue. C'est pas par rapport à nos enjeux environnementaux. C'est facile de dire je vais simplifier la paperasse. Oui, c'est important. Mais en vrai de vrai, à part les consultations, commandes publiques sont très très lourdes. Non mais excusez-moi. Excusez-moi. Vous avez demandé une personne à la fois. Vous avez demandé aux citoyens. Vous connaissez qui? Vous avez confiance en qui? Président. Il va dire le maire. Sauf qu'il ne sait pas que le maire il est vice-président de la Comcom, conseiller régional. En ruralité, il va dire c'est mon conseiller départemental que je connais bien. Et vous savez, on a fait un sondage sur il y avait le congrès des régions il y a 10 jours. La région, les gens connaissent leur président de région. À peine. Et la région, non, pas à peine. Et la région depuis 10 ans est devenue une collectivité de proximité. C'est pas un hasard. Il y a combien de vice-présidents dans les régions? C'est pas un hasard. Pourquoi il y a la flambée? Il y a au moins 15 vice-présidents par région. Je ne dis pas qu'ils sont tous conseillers municipaux, maires, là, on parle de deux sujets différents. On parle de deux sujets différents. Non, c'est le même. Vous voulez de simplification? On est un peu dans la vibe de OK, ça en démerde les élus locaux, décentraliser pour faire quoi? Ils vont créer quoi? D'autres agences locales? Ça va être encore pire. Je suis pas certain, moi, que les conseils régionaux, ils arriveront à gérer. Les Français ont besoin de proximité. Ils nous le disent tous les jours. Tous les jours. Ça, je suis d'accord. Donc la proximité, ce sont des collectivités locales. Bah non, c'est pas le maire qui est vice-président de région, conseiller départemental. Vous êtes pas d'accord. Quoi qu'il en soit, on va terminer sur le coup de cœur de Magali Vicente. Moi, je suis d'accord pour simplifier. J'ai compris que vous vouliez simplifier. On termine par le coup de cœur de Magali Vicente parce que c'était sur les maires, justement, votre coup de cœur. Merci. Oui, moi j'ai un vrai coup de cœur aujourd'hui puisque on sort de 3 jours de Salon des maires et que j'ai aussi le plaisir d'en accompagner beaucoup. Et aujourd'hui, je voulais vraiment dire que malgré l'usure, les injonctions contradictoires, la défiance généralisée, ceux qui choisissent encore d'être présents, de serrer des mains, d'écouter vraiment, de porter les colères sans jamais cesser d'y mettre du cœur, eh bien, à tout cela, moi, je dis merci. Et j'ai confiance en l'avenir de ce nouvel engagement pour 2026, parce que sans cet engagement-là, on ne pourrait pas, en fait, envisager un espoir, notamment pour les présidentielles. Donc, moi, je tiens à remercier tous ces élus qui ont encore l'énergie et le cœur de l'engagement, malgré tout ce qu'ils vivent sur le terrain, parce que c'est important de saluer aujourd'hui cet engagement-là. C'est beau comme une lettre d'amour. Allez, restez avec nous dans un instant, beaucoup moins romantique. Brice Sokol a un coup de gueule contre Bercy. À tout de suite sur Sud Radio. Je suis désolé. Sud Radio, le 10h midi, Jean-Marie Bordry. Avec nos 4 débatteurs, Alex Darmon, Brice Sokol, Ergun Toparslan et Magali Vicente. Vous prenez la parole au 0826 300 300. Dans quelques minutes, vous retrouverez d'ailleurs Gilles Gansman pour Sud Radio Média avec son invité, Monsieur Zetoun. On va parler chansons, on va parler musique et on va se détendre. Mais avant ça, le coup de gueule, le coup de gueule peu romantique de Brice Sokol contre une coupe budgétaire de 50 millions d'euros prévue par Bercy. Coupe budgétaire sur quoi ? Écoutez, vous savez que lorsque la Poste, lorsqu'on a ouvert ce secteur à la concurrence en 2010, il y a eu un contrat qui a été passé entre l'État, la Poste et l'AMF pour que sur l'ensemble des territoires nationaux, en fait, dans les quartiers populaires et en ruralité, on puisse avoir encore des bureaux de poste ou des commerçants qui font office de poste. En gros, à 20 minutes de votre domicile, 90 km maximum, etc. Bref. Et dans cet accord, il y a un budget qui est alloué chaque année de 174 millions d'euros. Voilà. C'est ce qu'on appelle la cohésion territoriale. Et Bercy avait essayé l'année dernière de le réduire de prendre 50 millions sur ces 174 millions annuels. Et là, de nouveau, Bercy
veut une nouvelle réduction de ce contrat, ce qu'on appelle le contrat de présence postale. Et donc c'est très paradoxal, là aussi vous parlez d'injonction contradictoire, c'est qu'à un moment où l'État a une agence qui est l'Agence nationale de la cohésion des territoires, où on met beaucoup d'argent sur la revitalisation des centres-villes, de la ruralité, les maisons France Service, etc. Là, on va faire le contraire, c'est-à-dire que l'État, ce qu'il donne d'un côté, va le reprendre de l'autre. Donc je trouve ça, encore une fois, très paradoxal, et c'est pas un bon signe à un moment où il faut continuer à travailler sur cette proximité et cet accès au service public qui est une des premières demandes des Français. Ergun Topassan ? Non, je comprends, surtout qu'il y avait, c'est un gros manque. La fracture territoriale, elle est très marquée aussi par ces sujets-là. C'est l'accès à la poste, l'accès à des guichets bancaires, l'accès à des supérettes. Moi, je vois que dernièrement, il y avait aussi un sujet qui montrait qu'il y avait l'accès au carburant station essence avec un nombre qui était en train de se réduire drastiquement. Et on avait des communes qui, pour le coup, s'organisaient pour pouvoir en faire des régies municipales, proposer un service public municipal. Et je trouve que on met pas assez lumière sur ces bonnes actions qui, sans coûter trop cher aux contribuables et au public, permettent de ramener du service public moderne à nos concitoyens un peu partout sur le territoire. Bon, vous aviez un coup de cœur, vous aussi, Ergun Topassan. Alors, un coup de cœur, ça arrive pas tous les jours. C'est votre romantisme à vous, on va le dire comme ça. Vous avez un coup de cœur, tenez-vous bien, pour le débat qui a eu lieu sur France 2 entre Gabriel Attal et Sandrine Rousseau. Oui, alors mon coup de cœur, c'était plus sur le contraste qu'il y avait entre ce débat et celui qu'il y avait eu entre Raphaël Glucksmann et Éric Zemmour en début de semaine, où on a eu en début de semaine un pugilat. Un pugilat, c'était catastrophique. David Pujadas a dû monter sur la table presque pour les séparer. Franchement, c'était triste. La table, elle bougeait dans tous les sens. LCI n'a pas bien bossé son truc. C'était vraiment pas très agréable à voir et à entendre. Ils y étaient pour rien, les pauvres. Mais ça, c'est autre chose. J'aurais pu mettre une table qui tient, quoi. Oui. Et en plus, ils étaient très proches, les mecs. Et qu'est-ce qui s'est passé hier entre Sandrine Rousseau et Gabriel Attal ? On avait un cadre un peu plus agréable, et surtout deux positions qui n'étaient pas communes, mais qui étaient défendues. Évidemment, moi, je suis un peu plus proche et je soutiens celle de Gabriel Attal. Mais on a pu voir deux responsables politiques, deux députés de l'Assemblée nationale qui ont pu débattre, faire part de leur position en amenant des arguments. Sandrine Rousseau aussi a été très bonne dans son couloir. Et au final, des concitoyens qui ont pu avoir deux positions sur des enjeux liés au dérèglement climatique, liés au sujet des retraites. Et je pense qu'ils ont pu faire leur choix sur des positions qui seraient plus proches d'eux. Et donc, on voit que pour 2027, on a plus besoin d'un retour un peu au calme et à des débats sereins et maîtrisés qu'à la fureur et à la folie qu'on a pu avoir en début de semaine sur LCI entre deux personnalités qui crient un peu trop. Oui, peut-être. Après, je m'attendais pas du tout, moi, à voir Gabriel Glucksmann d'une part et Éric Zemmour d'autre part être les plus bagarreurs. C'était mal les connaître. En vrai, Glucksmann, c'est vrai qu'on lui reprochait trop de pas trop intervenir. On comprend mieux pourquoi. Et on voit que dans son entourage, ça commence à douter fortement sur ses capacités à tenir à long terme. Magali Vicente. Alors moi j'ai pas vu le débat de Raphaël Glucksmann, mais effectivement j'en ai entendu parler. Mais par contre j'ai assisté à celui d'hier. Effectivement, on peut saluer les positions, l'échange, le débat, la politesse, le côté respect. Les gens ont besoin d'avoir accès à un dialogue transparent et en toute zénitude. Après sur ce qu'ont évoqué les deux députés, pour moi il y a un manque d'authenticité, de transparence. Pour moi, Gabriel Attal, c'est dommage, et je le redis à chaque fois, passe vraiment à côté de ce qu'il est, de ce qu'il devrait être. C'est-à-dire dans son discours. Gabriel Attal, depuis qu'il a annoncé l'an dernier, c'était au mois d'avril quand il avait fait son meeting là sur Renaissance, depuis qu'il a annoncé qu'il devenait président de groupe et qu'il allait réincarner Renaissance, en fait, on attend toujours l'incarnation, quoi. Il n'y a pas d'incarnation. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que Gabriel Attal incarne quelque chose au sein de Renaissance ? En tout cas, pas forcément que lui, mais tout le monde. Les gens ont besoin d'avoir des politiques qui soient à la hauteur et qui incarnent une vraie vision et un vrai leadership. Vous n'avez pas assez de candidats à la présidentielle, vous trouvez, Magali Vicente ? C'est le seul qui a proposé la retraite par capitalisation et propose une nouvelle république. Je ne sais pas ce qu'il faut proposer pour essayer de... C'est pas ce que j'appelle l'incarnation, malheureusement. Ils se battent tous sur l'âge de départ, mais c'est le seul qui parle de capitalisation. C'est un côté concours l'épine aussi. Moi aussi, je vais me présenter, je vais proposer une nouvelle république, c'est trop facile. Tout le monde peut faire des propositions, les incarner, c'est différent. Et là, je parle vraiment de la personnalité.
Brice Sokol, politologue. En toute franchise, moi je n'ai pas écouté les débats, j'étais au congrès des maires avec les élus locaux. Je m'en excuse auprès de mes camarades. Et le soir, on vous avez pas beaucoup travaillé. Non, je pense qu'on est dans le débat du budget, je pense on est dans le débat budgétaire aujourd'hui. Voilà, il y avait le congrès des maires, on est à quelques mois des élections municipales, donc je veux dire step by step, on va rentrer d'abord dans les élections municipales, puis après dans les élections présidentielles. Très bien. Effectivement, on va terminer par un coup de cœur très triste pour le coup, mais très important d'Alex Darmon. C'est pour ce rassemblement prévu demain à 15h sur le rond-point à Marseille où a été assassiné Mehdi Kessassi. Exactement, et c'est un coup de cœur pour ce rassemblement, pour son frère Amine Kessassi, que je trouve mais d'un courage hors norme. Sa famille aussi, son papa. Voilà, et je voulais juste... nous, on est à Paris, donc on est, entre guillemets, loin de tout ça. D'abord, Sud Radio est partout. Voilà. Non, mais quand je dis nous, je parle de moi, parce que je parle de moi, si vous voulez, la troisième personne. Non, je dis nous, on est à Paris, autour de la table. Mais voilà, on y sera avec le cœur, parce que je trouve que c'est... Quand on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'a fait l'État, et moi je le disais un peu avec virulence et tout, en tout cas, lui, c'est un jeune militant qui se bagarre pour pouvoir faire en sorte que le trafic de drogue, que les points de deal s'arrêtent dans sa ville, et qui malheureusement perd ses proches à cause de ça. Voilà. Donc et il a enterré son frère en portant un gilet pare-balles sous la protection du raid. C'est son deuxième frère qui l'enterre à cause de la drogue, parce que le premier, lui, avait subi le trafic, enfin pas le trafic, mais la consommation de drogue en l'occurrence, et c'est de là qu'était né son engagement, et je le trouve vraiment courageux, et je pense que c'est important. On parlait d'engagement tout à l'heure, voilà, ça c'est une forme d'engagement, d'engagement envers la société, envers le pays, envers les gens qui l'entourent, et donc j'espère vraiment du fond du cœur que demain il y aura des milliers de personnes. Il a dit il faut qu'on soit 100 000, je sais pas s'ils seront 100 000, je le souhaite, mais en tout cas il faut qu'ils soient le plus nombreux possible, et c'est pour ça que c'est bien, je pense aujourd'hui à votre micro à Sud Radio, d'appeler les gens qui nous écoutent dans le sud de la France à se rendre, et puis apparemment il y a Lyon et Bordeaux aussi. Exactement, voilà, il y aura des démarches, donc voilà, faites-le et déplacez-vous, et si nous on avait pu le faire à Paris, on l'aurait fait. C'est quoi le message que vous voudriez porter, Ergun Topaslan? C'est qu'on rentre dans une ère extrêmement dangereuse où des innocents meurent inutilement et gratuitement par des commanditaires qui sont en prison. Donc on est vraiment dans une époque complètement folle, il y a une accélération de l'histoire, et je pense que le message de mobilisation il est important. S'il n'y a pas une mobilisation massive de la population, c'est pas les élus, les politiques seuls qui arriveront à... Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont peur? Parce qu'on a le droit d'avoir peur quand même quand on voit ce qui s'est passé la semaine dernière. Et on a le droit de se dire, j'ai peur d'aller manifester. Parce que moi, je connais les pressions qu'il peut avoir. Je connais, c'est dur. Franchement, c'est dur d'en parler. Je vous le dis très franchement. Je sais que votre radio a mis en avant beaucoup de monde en ce début de semaine. Mais c'est compliqué dans le quotidien de se dire on prend la parole sur des sujets comme ça, mais la peur elle doit changer le camp, et le courage arrive en étant le plus nombreux, en parlant du sujet et en se rassemblant. Donc samedi, je pense que la force de ce rassemblement donnera du courage à beaucoup de monde et aux politiques à toutes les échelles. Allez, merci à tous les quatre d'être venus débattre sur Sud Radio. Merci. Et à tous ceux qui ont pris la parole au 0826 300 300. Merci Alex Darmon, Brice Sokol, Ergun Topaslan et Magali Vicente. Restez avec nous, on va se retrouver dans un instant place à Sud Radio Média avec Gilles Gansman. Un petit peu de musique pour se remonter le moral. Justement, on va recevoir notre invité Frédéric Zetoun. Il nous parle de son spectacle, qui a un très joli nom d'ailleurs, Les Souvenirs de Demain. C'est bientôt au Café de la Danse. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord.